À 8h04 précise, par un mardi matin glacial. Ma carte de débit a été refusée pour un gallon de lait à 17$ au crochet de la ruiste main à Carmel, dans l'Indiana. J'ai pensé que le lecteur de carte buguait. J'ai alors appelé mon mari, Marc, et il a ri avant de dire « Tu dépenses trop ». 10 secondes plus tard, sa fille a pris le téléphone et a ajouté calmement. Demande la permission avant de dépenser un seul dollar de plus. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai répliqué quelque chose de spirituel. Ce ne fut pas le cas. Je suis juste resté là, à tenir ce gallon de lait, pendant que la caissière attendait. La jeune femme derrière la caisse ne devait pas avoir plus de 25 ans. Elle m'a adressé le genre de sourire compatissant que les gens arborent quand ils essaient de ne pas vous mettre dans l'embarras. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. Voulez-vous que j'essaie une fois de plus? J'ai hoché la tête. Elle a inséré la carte à nouveau. Bip. Refusé. Un homme poussant un caddie a changé de position derrière moi. Quelque part plus loin dans les allées de caisse, un bébé s'est mis à pleurer. Un petit garçon dans la file avec sa mère m'a regardé et a chuchoté un peu plus fort qu'il ne le réalisait probablement. « Maman, pourquoi sa carte ne marche pas ?» Sa mère l'a doucement fait taire. J'aurais voulu que le sol s'ouvre sous mes pieds. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans mon sac à main pour prendre mon téléphone. Marc a répondu à la deuxième sonnerie. Et, ai-je dit, en essayant de garder une voix ferme. Il y a un problème avec notre carte de débit. Il y a eu un temps d'arrêt, puis il a ricané. Pas un rire nerveux, pas de la confusion, un vrai rire. Il était peut-être temps. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dépenses trop ces derniers temps. J'ai sincèrement cru avoir mal entendu. Marc, j'achète du lait. Eh bien, a-t-il dit, tout finit par s'accumuler. Avant que je ne puisse répondre, j'ai entendu une autre voix. Ashley, papa, laisse-moi faire. Le téléphone a changé de main. Puis elle a parlé comme si elle expliquait quelque chose à un enfant têtu. Linda, à partir de maintenant, demande la permission avant de dépenser un autre dollar. La permission? J'ai vraiment regardé autour de moi pour m'assurer d'avoir bien entendu. Pendant une seconde, je n'ai même pas pu trouver mes mots. Pas parce que j'étais en colère. Mais parce que j'essayais de comprendre comment 17 ans de mariage m'avaient mené à ce moment. J'achète des courses, ai-je enfin réussi à dire. Nous protégeons papa, a répondu Ashley. Il faut bien que quelqu'un le fasse. La ligne a coupé. J'ai fixé l'écran pendant encore quelques secondes avant de baisser mon téléphone. La caissière a fait semblant de ne pas remarquer mon visage. Voulez-vous que je mette cela de côté, a-t-elle demandé. J'ai avalé ma salive. Non. J'ai ouvert la petite poche cachée derrière mon permis de conduire et j'ai sorti le billet de 20$. D'urgence que je transportais depuis des années. Mon père m'avait appris ce truc quand j'avais 16 ans. Garde toujours assez d'argent liquide pour rentrer chez toi. Je n'aurais jamais imaginé en avoir besoin à cause de mon propre mari. Je vais juste prendre le lait, ai-je dit doucement. J'ai mis de côté les bananes et la baguette de pain complet. Le total s'élevait à 4,17$ plus les taxes. En portant le sac jusqu'à ma voiture. Le vent froid de novembre m'a frappé le visage plus fort que d'habitude. Je suis resté assise derrière le volant pendant presque une minute entière sans démarrer le moteur. Cela ne pouvait pas être une question d'argent. Ce n'était tout simplement pas possible. Marc savait exactement comment fonctionnaient nos finances. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Lorsque nous nous étions mariés 17 ans plus tôt. Nous avions déjà tous les deux vécu une vie bien remplie. Nous avions chacun enterré un conjoint. Nous avions chacun élevé des enfants. Aucun de nous ne cherchait un autre conte de fées. Nous nous apprécions simplement. Marc me faisait rire. Je lui apportais du calme. Cela avait semblé suffire. Au fil des ans. J'avais géré la plupart de la paperasse parce que j'avais passé 32 ans en tant que directrice des ressources humaines. Les budgets, les assurances, la planification de la retraite, tout cela me venait naturellement.
Marc détestait la paperasse. Il disait toujours, tu t'occupes des chiffres, je m'occupe de tout réparer. Et pendant des années, c'est exactement ce que nous avons fait, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Quelque chose a changé après cela. Ce ne fut pas du jour au lendemain. C'était plutôt comme regarder une fissure se propager sur un pare-brise. Lentement, silencieusement. Au début, il posait juste plus de questions. Combien ont coûté les courses ce mois-ci? Pourquoi les factures d'électricité sont-elles plus élevées? A-t-on vraiment besoin de remplacer ce lave-vaisselle? Rien d'irraisonnable. Puis Ashley a commencé à venir plus souvent. Elle venait de réemménager à Indianapolis après son divorce. Elle insistait sur le fait qu'elle voulait seulement aider son père à rester organisé. Au début, je l'ai bien accueillie. Elle organisait les classeurs, triait le courrier, proposait même de payer les factures en ligne. Je pensais qu'elle essayait de renouer avec son père. Je n'ai jamais imaginé qu'elle changeait silencieusement la façon dont il me voyait. J'ai enfin démarré la voiture. La maison n'était qu'à 12 minutes. Au lieu de tourner vers notre lotissement, j'ai continué tout droit à l'intersection suivante. Puis à la suivante. Sans vraiment le décider, je me suis retrouvé en direction du centre-ville de Carmel. Le cabinet de Rebecca Ellis se trouvait au 2e étage d'un bâtiment en briques face à la place du tribunal. Je connaissais Rebecca depuis presque 15 ans. Elle s'était occupée de la succession de mes parents après le décès de ma mère. Elle a levé les yeux au moment où j'ai franchi la porte. Linda. J'ai forcé un sourire. Cela ne l'a pas trompée. Elle a fermé le dossier qu'elle lisait. Que s'est-il passé? Je me suis assise en face de son bureau. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pas pu parler. Enfin, j'ai chuchoté. Je crois que mon mari vient de laisser sa fille décider du genre d'épouse que je mérite d'être. Rebecca ne s'est pas précipitée pour meubler le silence. Elle m'a simplement tendu une boîte de mouchoirs. Je n'en ai pas pris. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon porte-documents en cuir et j'ai fait glisser plusieurs dossiers sur son bureau. Relevé de compte chèque, titre de propriété, document de fiducie, résumé d'investissement. Rebecca a regardé la première page, puis la deuxième. Ses sourcils se sont lentement levés. Elle a levé les yeux vers moi. Linda, sa voix est devenue très basse. À qui appartient l'argent qu'ils ont essayé de contrôler? J'ai croisé son regard. Je ne pense même pas que Marc le sache. Rebecca a tourné une autre page, puis une autre. Enfin, elle s'est adossée à sa chaise. Pour la première fois ce matin-là, quelqu'un ne me regardait pas avec pitié. Elle me regardait avec inquiétude et autre chose. De la détermination. Elle a joint les mains et a dit, avant de faire quoi que ce soit d'autre. J'ai besoin que tu me racontes exactement ce qui s'est passé dans ce magasin d'alimentation. J'ai pris une respiration lente. Pour la première fois depuis 8 heures, j'avais l'impression que quelqu'un m'écoutait enfin. Rebecca a écouté sans m'interrompre. Je lui ai parlé des 2 cartes refusées, du rire de Marc. Et de la voix d'Ashley dans le téléphone comme si elle avait tous les droits du monde de me discipliner. J'ai répété la phrase exacte, demande la permission avant de dépenser un seul dollar de plus. Rebecca a retiré ses lunettes de lecture et les a posées sur le bureau. Est-ce que Marc t'avait dit au préalable qu'il restreignait tes accès? Non. Étais-tu d'accord avec ça? Non. Est-ce qu'Ashley avait ton autorisation pour gérer un compte à ton nom? Absolument pas. Rebecca a hoché la tête une fois, puis a ouvert le premier dossier que j'avais apporté. Elle avait l'habitude de devenir très immobile lorsqu'elle se concentrait. Ses yeux balayaient les pages tandis qu'un doigt suivait les numéros de compte. Ce compte chèque est joint, a-t-elle dit. Oui, pour les dépenses du ménage. Et ce compte d'épargne est joint aussi. Principalement pour les taxes foncières et les réparations de la maison. Elle est passée au relevé suivant. Mais ta pension est déposée ici. Mon compte individuel et le compte de courtage sont uniquement à moi. Oui, la fiducie familiale. Mes parents l'ont établie avant de mourir. Elle a attrapé le titre de propriété.
Et tu as acheté la maison en 1998, 8 ans avant de rencontrer Marc. Rebecca a levé les yeux. Combien de l'argent de Marc a servi à l'achat d'origine? Aucun. Et pour les rénovations majeures? J'ai payé la plupart. Il a fait une partie des travaux lui-même. Elle a hoché la tête et a continué sa lecture. La vérité était que j'avais toujours été prudente avec la documentation. 32 ans dans les ressources humaines vous apprennent cela. On apprend vite que les mémoires deviennent sélectives lorsque l'argent ou l'orgueil entrent en jeu. Pourtant, voir ma vie réduite à des dossiers me donnait mal au ventre. La maison, la pension, la fiducie, le compte de courtage. Ce n'étaient pas des symboles de richesse pour moi. C'étaient des années de matin tôt, de déjeuner sauté. À prendre soin de mes parents tout en travaillant à temps plein. Assise à une table de cuisine après le décès de mon premier mari. À essayer de calculer si je pouvais garder la maison seule. Rebecca a fermé un dossier. Linda, ils n'ont pas tout bloqué. Je le sais maintenant. Ils ne le savent peut-être pas. J'ai eu un petit rire sec. Non, je ne pense pas qu'ils le sachent. Rebecca s'est adossée. Parle-moi de l'entreprise de Marc. Cela m'a prise au dépourvu. Qu'en est-il? Tu as dit qu'il avait eu des problèmes financiers avant la retraite. J'ai regardé vers la fenêtre. Dehors, un livreur déchargeait des cartons d'une camionnette blanche. La vie ordinaire continuait de tourner pendant que la mienne s'était arrêtée quelque part entre le rayon crèmerie et ce bureau. Il y a 5 ans, 2 clients commerciaux ne l'ont pas payé, ai-je dit. L'un a fait faillite. L'autre a traîné la facture devant les tribunaux pendant près d'1 an. Combien devait-il? Entre les fournisseurs, les charges sociales et une ligne de crédit, un peu plus de 140 000 $. L'expression de Rebecca s'est durcie. Comment a-t-il réglé ça? J'ai regardé mes mains. Je l'ai aidé. Combien? La majeure partie. Elle a attendu. J'ai utilisé l'argent d'un compte d'investissement et j'ai refinancé une petite partie sur la maison. Nous avons payé l'IRS en premier. Puis ses fournisseurs. J'ai négocié un règlement réduit sur la ligne de crédit. Était-ce documenté comme un prêt que tu lui faisais? Non. Pourquoi pas? Parce que c'était mon mari. La réponse semblait stupide dans un cabinet d'avocats. Rebecca ne m'a pas critiqué. Elle a juste demandé, est-ce qu'Ashley le savait? Je ne pense pas Marc ne voulait que personne ne sache à quel point les choses étaient devenues graves. C'était la partie que j'avais protégée le plus soigneusement. Marc avait toujours été fier de son travail. Il pouvait entrer dans une pièce à moitié finie et voir ce qu'elle deviendrait. Il connaissait la charpente, les cloisons sèches, les codes électriques. Chaque fournisseur du centre de l'Indiana. Les hommes l'appelaient quand ils avaient besoin de conseils. Puis son entreprise a failli faire faillite. Il a cessé de dormir. Il a perdu 7 kilos. Il a commencé à vérifier la boîte aux lettres avant que je puisse y arriver parce qu'il ne voulait pas que je voie un autre avis de relance. Un soir, je l'ai trouvé assis dans le garage, toutes lumières éteintes. Je ne peux pas réparer ça, a-t-il dit. C'était la première fois que je l'entendais admettre cela. Alors j'ai réparé ce que je pouvais, non pas parce qu'il le demandait, mais parce que je l'aimais. Et ensuite, nous n'en avons plus jamais parlé. À l'époque, je pensais que c'était de la gentillesse. Assise dans le cabinet de Rebecca. Je commençais à me demander si le silence ne lui avait pas permis de réécrire l'histoire. La retraite a été dure pour lui, ai-je dit, plus dure qu'il ne l'a admis. Rebecca m'a fait signe de continuer. Pendant des années, tout le monde a eu besoin de lui. Employés, clients, sous-traitants. Puis soudainement, il était à la maison dès 10 heures du matin sans nulle part où aller. Au début, Marc a attaqué la retraite comme une rénovation de maison. Il a nettoyé le garage, reconstruit les escaliers de la terrasse. Organisé chaque vis et chaque clou dans des bacs étiquetés. Au 3e mois, les projets ont manqué. Il a commencé à regarder les chaînes d'information en continu jusqu'à l'heure du déjeuner. Il a pris du ventre et s'est plaint de ses genoux.
Certains matins, il restait dans la même chemise en flanelle jusqu'au dîner. J'ai essayé de l'inclure dans les décisions financières. Cela semblait seulement aggraver les choses. Si je demandais si nous devions placer de l'argent sur un compte à plus haut rendement, il entendait « Tu ne comprends rien à ça ». Si je lui rappelais une date limite d'assurance, il entendait « Tu ne sais plus rien gérer ». Puis Ashley a déménagé de Louisville après son divorce. Au début, elle venait pour le dîner du dimanche. Puis 2 fois par semaine, puis presque tous les jours. Elle savait exactement quoi lui dire. Papa, tu as créé une entreprise à partir de rien. Papa, tu ne devrais pas avoir à demander à Linda pour ton propre argent. Papa. Elle agit comme si tu étais un de ses employés. J'entendais des morceaux de ces conversations depuis la cuisine. Quand j'ai confronté Mark, il a balayé cela du revers de la main. Elle s'inquiète pour moi. Tu cherches des problèmes. C'est ma fille, Linda. Cette phrase mettait fin à chaque discussion. Rebecca a attrapé son bloc-notes juridique. Combien de dettes a Ashley? Je ne sais pas exactement. Beaucoup. Des preuves. Elle a laissé un relevé de carte de crédit sur notre comptoir il y a 2 mois. Je ne furetais pas. Il était ouvert. Combien? Un peu plus de 26 000 $ sur cette carte. Rebecca a noté quelque chose. Elle en a d'autres. Au moins 3. Et une voiture qu'elle n'a pas les moyens de se payer. Est-ce que Mark lui a donné de l'argent? Oui, de petites sommes. Je pensais 500 $ par-ci, 1000 $ par-là. D'où? J'ai senti une pression froide derrière mes côtes. Du compte du ménage. La plume de Rebecca s'est arrêtée. À quelle fréquence? Je ne sais pas. Elle a tourné l'ordinateur portable vers elle et a commencé à lister ce dont nous avions besoin. Relevé complet, transfert récent, modification d'identifiant, copie de toute procuration. Désignation de bénéficiaire, et communication entre Mark et Ashley. Puis elle a dit quelque chose qui a rendu la pièce plus étroite. C'est peut-être plus qu'une dispute conjugale. Restreindre l'accès à des fonds communs. Surtout sans préavis. Peut-être la preuve d'une coercition financière. Si Ashley influence des transferts à son propre profit, nous devons le savoir immédiatement. Je l'ai fixé des yeux. Es-tu en train de dire qu'elle vole? Je dis que nous ne devinons pas, nous documentons. C'était tout Rebecca. Des mots calmes, des angles durs. Nous avons passé près de 2 heures à revoir les structures des comptes. Mark et Ashley avaient réussi à interférer avec le compte du ménage joint et l'accès en ligne qui y était lié. Ils n'avaient pas touché à ma pension, mon compte de courtage, ma fiducie héritée. Ni au titre de propriété de la maison. Rebecca s'est permis un petit sourire. Ils ont gardé la mangeoire à oiseaux alors que tu possèdes toujours toute la ferme. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu rire. Au lieu de cela, j'ai pensé à l'homme que j'avais trouvé dans le garage sombre 5 ans plus tôt. L'homme que j'avais protégé. L'homme qui pensait maintenant que j'avais besoin d'une permission pour acheter du lait. Rebecca a rédigé une liste de mesures immédiates. Révoquer l'autorité de Mark sur mes comptes individuels, mettre à jour mon testament. Remplacer ma procuration médicale. Documenter chaque transfert et préparer les papiers de séparation sans les déposer tant que nous ne comprendrions pas toute la situation. Rien de dramatique aujourd'hui, a-t-elle dit. Pas de menaces, pas de réseaux sociaux, pas de confrontation. Je n'en prévoyais pas. Je sais. C'est pour cela que je le dis. Au moment où je suis parti, le ciel était devenu gris. J'ai conduit lentement vers la maison, répétant ce que je pourrais dire à Mark. Puis j'ai ouvert la porte d'entrée. 3 cartons de déménagement aplatis s'appuyaient contre le mur du couloir. D'autres étaient empilés dans la chambre d'amis. Ashley se tenait à côté d'eux avec un marqueur noir à la main. Elle a souri comme si nous planifiions une brocante. Nous nous préparons juste, a-t-elle dit. Au cas où tu déciderais de partir. Mark était assis dans le bureau. Il l'a entendu. Il n'a pas dit un mot.
Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté de lui pendant qu'il faisait semblant de dormir. Les chiffres rouges de l'horloge sont passés de 1h17 à 2h03, puis 3h26. Sur la commode se trouvait notre photo de mariage d'il y a 17 ans. Marc était plus mince alors. J'avais moins de rides autour des yeux. Nous avions l'air plus soulagés que romantiques. Comme deux personnes qui avaient trouvé une terre ferme après des tempêtes séparées. J'ai fixé cette photographie et je me suis demandé si j'étais sur le point de détruire ma famille. Pour un gallon de lait. Puis je me suis rappelé de la voix d'Ashley, non pas les mots eux-mêmes, mais la certitude derrière eux. Et j'ai compris quelque chose que j'avais évité, le lait ne m'avait montré que la porte. Il me poussait vers elle depuis des mois. J'ai à peine dormi. Chaque fois que je m'assoupissais, j'entendais le scanner de la caisse. Bip, refusé. Puis la voix d'Ashley, demande la permission. Mercredi matin, à 6h30, j'étais déjà habillé. Marc était dans la cuisine en train de verser des céréales. Il a levé les yeux quand je suis entré. Bonjour. Sa voix semblait presque normale. Presque. Je me suis versé une tasse de café sans répondre. Il m'a observé un instant. Toujours en colère? Je l'ai regardé. Et toi? Il a haussé les épaules. Je pense que tu fais de cela quelque chose de plus grand que ce que c'est. Plus grand que quoi? La carte de débit. J'ai posé ma tasse. Ce n'était pas à propos de la carte. Il a soupiré comme si je l'épuisais. Ashley et moi avons discuté. J'ai failli rire. Je sais. Nous essayons juste de m'assurer que nous sommes prudents avec l'argent maintenant que je suis à la retraite. Prudent? Ce mot m'a dérangé plus que je ne l'aurais pensé. Nous avions passé 17 ans à prendre des décisions financières ensemble. Je n'avais jamais acheté de sac à main de marque, jamais collectionné de bijoux coûteux. Nos vacances étaient généralement des week-ends dans le comté de Brown ou dans le Michigan. Je découpais des coupons de réduction, je comparais les tarifs d'assurance chaque année. Je préparais mes restes pour le déjeuner. Si quelqu'un dans ce mariage avait été prudent avec l'argent, c'était bien moi. J'ai regardé Marc une dernière fois. Je sors. Il a hoché la tête sans demander où. Cela a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Le cabinet de Rebecca avait déjà préparé la majeure partie de la paperasse. Elle m'avait envoyé une liste par email la veille au soir. Apporter une pièce d'identité. Apporter les titres de propriété. Apporter les relevés de retraite. Ne discutez pas de questions juridiques avec Marc. Ne répondez pas aux SMS émotionnels. Simple, méthodique, exactement ce dont j'avais besoin. À 10h. Nous étions assises dans la succursale de Carmel de la Heritage Community Bank avec Nancy Gomez. La directrice de succursale que Rebecca connaissait depuis des années. Nancy avait environ mon âge, un sourire chaleureux, des mèches grises dans ses cheveux foncés. Elle parlait assez doucement pour que personne à proximité ne puisse entendre. Madame Harper, a-t-elle dit. Rebecca m'a expliqué la situation dans les grandes lignes. Avant d'effectuer tout changement. Je dois vérifier chaque instruction directement avec vous. Elle a passé près de 45 minutes à revoir les documents. Rien de dramatique ne s'est produit. Pas d'alarme, pas de garde de sécurité, juste des signatures, des initiales, une pièce d'identité. Encore des signatures. Nous avons révoqué toutes les autorisations que j'avais accordées volontairement des années plus tôt. Sur mes comptes individuels. Nancy a tout expliqué soigneusement. Ces mises à jour n'apparaîtront pas immédiatement. Je comprends. Notre service de traitement termine généralement d'ici demain après-midi. C'est très bien. Rebecca a hoché la tête en signe d'approbation. Tout dans ce processus semblait étonnamment ordinaire. Les gens imaginent la vengeance comme des portes claquées et des discours dramatiques. La vraie vie, c'est de la paperasse. La vraie vie, c'est de l'attente. La vraie vie, c'est signer son nom 23 fois tout en réalisant que son mariage prend fin en silence. Au lieu de rentrer chez moi, je suis allé chez ma sœur Carole à Fisher. Carole a ouvert la porte d'entrée avant même que je ne frappe.
Elle a jeté un coup d'œil à mon visage. Oh, ma chérie. Elle m'a entouré de ses deux bras. Pour la première fois depuis mardi matin, j'ai pleuré, pas fort. Juste assez pour laisser la pression s'échapper. Carole n'a pas posé de questions jusqu'à ce que nous soyons assises avec des bols de soupe aux légumes maison. Après avoir écouté en silence, elle a secoué la tête. Je n'ai jamais aimé la fréquence à laquelle Ashley était là-bas. Je pensais qu'elle reconstruisait sa relation avec son père. Moi aussi. Carole a tendu la main à travers la table. Que espères-tu qu'il se passe? J'ai fixé ma soupe. Je ne sais pas, ce n'est pas vrai. J'ai soupiré. Je crois que je n'arrête pas. Quoi? Je continue d'espérer que Marc va se réveiller. Carole a souri tristement. Parfois, les gens ne se réveillent pas tant qu'ils n'ont pas perdu quelque chose. Vers midi, mon téléphone a vibré. Marc. J'ai fixé l'écran. Rebecca avait été très claire, ne réponds pas. La sonnerie s'est arrêtée. Puis un autre appel. Puis un autre message vocal. Puis le silence. J'ai failli rappeler. Mon pouce survolait l'écran. Peut-être. Peut-être qu'il s'était rendu compte à quel point mardi avait été cruel. Peut-être voulait-il s'excuser. Avant que je ne puisse décider, un autre message est arrivé. Celui-ci venait d'Ashley, papa est confus. Arrête d'essayer de lui faire peur. J'ai verrouillé le téléphone. Confus. Marc n'avait pas l'air confus chez Croget. Il avait l'air amusé. Le jeudi matin m'a paru étrangement paisible. Carole a insisté pour que nous allions faire une promenade autour du réservoir de Geste. Les feuilles avaient déjà commencé à brunir. Une brise fraîche venait de l'eau. Pendant près d'une heure, aucune de nous n'a parlé d'avocat ou de banque. Nous avons parlé de nos petits-enfants. De la retraite. De ces tomates qui refusaient de pousser cette année. Une conversation ordinaire. Cela m'a rappelé que la vie continuait en dehors de mon mariage. Vers 15h30 cet après-midi-là, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Rebecca. Ils ont tout traité. Donc, c'est fait. Les révocations sont complètes. Je l'ai remercié. Avant que je ne puisse ranger le téléphone, un autre appel est apparu. Marc. Puis un autre d'Ashley. Puis encore un de Marc. Notification de message vocal. SMS. Un autre appel. Un autre message vocal. Le téléphone vibrait si souvent qu'il traversait pratiquement la table de la cuisine de Carole. Elle a regardé l'écran. Mon Dieu. J'ai compté 14 appels manqués, puis 22, puis 30. Le chiffre continuait de grimper. À 17h15, il y avait 41 appels manqués. Aucune de nous n'a parlé. Enfin, Carole a demandé, que s'est-il passé? Avant que je ne puisse répondre, Rebecca a rappelé. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Qu'est-ce que tu veux dire? Personne à la banque ne lui a rien dit de confidentiel. Alors pourquoi? Il a essayé d'accéder à l'un de tes comptes d'investissement en ligne. Je suis restée silencieuse. Il n'a pas pu, a continué Rebecca. Puis il a tenté de transférer de l'argent en utilisant la ligne de crédit hypothécaire à laquelle tu lui avais donné accès il y a des années. Mon estomac s'est noué. Il n'a pas pu l'atteindre non plus. Il a appelé la banque plusieurs fois et ils ont simplement confirmé que son autorisation avait changé. Rien de plus. Pas de secret. Pas d'informations privées. Juste un fait très simple. L'accès qu'il avait autrefois n'existait plus. Rebecca a baissé la voix. Linda. Oui. Il y a autre chose. J'ai immédiatement entendu l'urgence dans son ton, pas de la panique, de l'urgence. Qu'est-ce que c'est? Elle a pris une lente inspiration. Un compte d'épargne joint a échappé à notre premier examen. Le compte d'urgence? Oui. Environ 38 000 $. De l'argent que nous avions mis de côté au fil des ans pour les réparations imprévues de la maison. Et les dépenses médicales.
Il est toujours accessible conjointement. Mon pouls a bondi. Alors Ashley. Rebecca a terminé la phrase. Si elle convainc Mark de le vider avant que nous ne déposions des protections supplémentaires. Ils le peuvent légalement. La pièce est soudainement devenue beaucoup plus froide. Carol écoutait depuis l'autre côté de la table. Elle savait déjà en voyant mon visage. C'est grave? J'ai hoché la tête lentement. Rebecca a prononcé une dernière phrase avant de raccrocher. J'ai déjà commencé à préparer les papiers. Pouvons-nous les arrêter? Un temps d'arrêt. Sincèrement, je ne sais pas. Ce soir-là, j'ai regardé le soleil disparaître derrière les arbres du jardin de Carol. 41 appels manqués. Aucun d'eux ne s'excusait. Aucun ne demandait comment j'allais. Chaque message vocal commençait de la même façon, « Linda, rappelle-moi. Linda. Il faut qu'on parle. Linda, réponds à ton téléphone. » Pas un seul n'a dit, « Je suis désolé. » Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai réalisé quelque chose. Peut-être que je n'essayais plus de sauver mon mariage. Peut-être que j'essayais de me sauver moi-même. Juste au moment où j'allais mettre le téléphone en sourdine pour la nuit. Rebecca m'a envoyé un SMS. Sois à mon cabinet à 8h30 demain. Il nous reste peut-être un coup à jouer. J'ai fixé le message, puis l'écran sombre qui reflétait mon visage. Demain, le vrai combat commencerait. Rebecca en était déjà à sa deuxième tasse de café quand Carol et moi sommes entrés dans son bureau. Vendredi matin. Elle n'a pas perdu de temps. J'ai demandé une ordonnance d'interdiction temporaire sur le compte d'épargne litigieux à 7h30. J'ai laissé échapper un souffle que je ne réalisais pas avoir retenu. Donc, ils ne peuvent pas le vider. Pas sans se créer un problème juridique bien plus grave. Et s'ils ont déjà essayé? Rebecca a fait glisser un document imprimé sur le bureau. Ils l'ont fait. J'ai fixé la feuille. Un relevé de transaction de la veille au soir, tentative de transfert de 35 000 $, statut refusé. Restriction en attente. J'ai fermé les yeux. Mark avait réellement essayé. Peut-être qu'Ashley l'avait convaincu. Peut-être l'avait-il fait de plein gré. À ce moment-là, je ne savais sincèrement pas quelle possibilité me faisait le plus de mal. Rebecca a parlé doucement. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un besoin d'argent. Non, c'était une question de contrôle. J'ai hoché la tête. Pour la première fois en 3 jours, je la croyais enfin. Vers l'heure du déjeuner, mon téléphone était devenu étrangement calme. Pas d'appel, pas de SMS, rien. Ce silence m'inquiétait presque plus. Vers 13h, Carol a levé les yeux de sa table de cuisine. Frank a appelé. J'ai levé la tête. Frank Donovan? Elle a hoché la tête. Il fait toujours ce barbecue de quartier chaque mois de novembre. Je sais. Il voulait s'assurer que nous venions toutes les deux demain. J'ai failli rire. La dernière chose dont j'ai besoin en ce moment, c'est d'un barbecue avec les amis de Mark. Carol a souri. Je lui ai tout raconté. Tu as fait quoi? Il m'a demandé pourquoi tu avais l'air contrarié plus tôt cette semaine. Et je n'allais pas mentir. Je me suis frotté le front. Carol. Il en sait déjà plus que tu ne le penses. Le samedi après-midi est arrivé, froid mais ensoleillé. Le jardin de Frank ressemblait presque exactement à ce qu'il était chaque mois de novembre depuis 15 ans. Des chauffages d'appoint, des tables pliantes, du chili maison. Du football universitaire passant doucement sur une télévision extérieure. Normalement, j'adorais ces rassemblements. Cette année, chaque pas vers le jardin me semblait plus lourd. Les gens m'ont remarqué immédiatement. Certains m'ont enlacé, d'autres m'ont offert des sourires gênés. Quelques-uns ont carrément détourné le regard. Ashley avait clairement été très occupée. En quelques minutes, j'ai commencé à entendre des fragments de conversation. J'ai entendu qu'elle quitte Mark. Une histoire d'argent caché. Le pauvre vient de prendre ça. Retraite. J'ai gardé le sourire, non pas parce que j'étais heureuse.
Mais parce que je refusais de me défendre avant que quiconque ne m'ait posé une question. Frank m'a accueilli avec une chaleureuse accolade. Je suis content que tu sois venu. Moi aussi. Bien que je ne sois pas entièrement sûr que ce soit vrai. Environ une demi-heure plus tard, Mark est arrivé. Ashley est descendue de son camion en premier. Elle avait l'air confiante. Trop confiante, presque comme si elle avait répété quelque chose. Mark avait l'air épuisé. Il ne s'était pas rasé. Ses épaules semblaient plus basses que je ne les avais jamais vues. Pendant une brève seconde, nos regards se sont croisés. Il a détourné les yeux le premier. Nous avions à peine fini de manger quand Ashley s'est tenue à côté de la table de pique-nique. Une assiette en carton à la main. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Tout le jardin s'est lentement tu. Je pense juste que les familles devraient savoir la vérité. Frank a toussé. Ashley. Non, vraiment, elle s'est tournée vers moi. Mon père a passé toute sa vie à travailler. Plusieurs personnes ont hoché la tête poliment. Et maintenant, a-t-elle soupiré théâtralement. Il est abandonné parce qu'il est à la retraite. J'ai pu entendre Carole murmurer, « Oh mon Dieu !» Ashley a continué, Linda lui a coupé les vivres. C'était ça, exactement l'histoire qu'elle racontait à tout le monde. Mon père ne peut même plus accéder à son propre argent. Quelques personnes ont échangé des regards inconfortables. Quelqu'un a demandé doucement, « Est-ce vrai ?» J'ai ouvert la bouche. Frank a parlé le premier. Attends. Il avait l'air sincèrement confus. Quel argent? Ashley a cligné des yeux. Que veux-tu dire? Frank s'est gratté la tête. Je pensais que Linda gérait presque tout. Ashley a souri prudemment. Papa subvenait à leurs besoins. Frank l'a fixé du regard. Non. Il a regardé autour du jardin. Je veux dire, après que l'entreprise a failli couler. La conversation s'est complètement arrêtée. Ashley a froncé les sourcils. Quelle entreprise? Frank s'est lentement tourné vers Mark. Tu ne lui as jamais dit? Le visage de Mark a perdu le peu de couleur qui lui restait. Frank avait l'air honnêtement surpris. Je pensais que tout le monde le savait. Personne n'a parlé. Frank a continué prudemment. Quand Mark a failli perdre sa boîte. Il m'a regardé d'un air d'excuse. Linda la maintint en vie. Ashley a ri. C'est ridicule. Frank n'a pas réagi. J'étais là. Il a regardé autour de la réunion. J'ai aidé Mark à déplacer du matériel dans un entrepôt pendant que les créanciers appelaient. Les gens ont commencé à écouter de beaucoup plus près. Frank a pointé doucement le doigt vers moi. Linda a négocié avec les fournisseurs. Il a regardé Mark. Elle a élaboré le plan de paiement avec l'IRS. Autre pause. Elle a même refinancé sa propre maison. Ashley a fixé son père. Papa? Mark est resté silencieux. Frank n'avait pas fini. Quand Mark a eu besoin de son opération du genou, il a regardé vers un autre voisin. Tu te souviens? L'homme a hoché la tête. L'assurance ne couvrait pas tout. Frank a souri tristement. Linda a aussi payé cette franchise. Quelqu'un a chuchoté doucement, je ne l'ai jamais su. Personne d'autre ne le savait non plus. Ashley avait l'air totalement perdue. Elle s'est tournée vers Mark. Dis-leur. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a baissé les yeux. Pendant 17 ans, j'avais protégé son orgueil. Je n'avais jamais corrigé les gens lorsqu'ils supposaient qu'ils s'étaient tirés d'affaire tout seuls. Je n'avais jamais mentionné les nuits que nous avions passées à équilibrer des factures impayées. Je n'avais jamais dit à personne que j'avais discrètement liquidé des placements pour sauver son entreprise. Non pas parce que je voulais des lauriers, mais parce que je l'aimais. Frank a soupiré. Tu sais quel est le plus triste? Personne n'a répondu. Il a regardé directement Mark. Tu as passé des années à faire semblant d'avoir tout reconstruit toi-même. Puis sa voix s'est adoucie, alors que la vérité, c'est que ta femme ne t'a jamais fait te sentir inférieur parce que tu avais besoin d'aide. Le silence qui a suivi a semblé infini.
Ashley m'a soudainement regardé différemment. Pas avec gentillesse, avec confusion, presque de la panique. Parce que l'histoire qu'elle avait construite s'effondrait. Elle a essayé une dernière fois, alors, elle l'abandonne quand même? Non. La voix venait de derrière nous. Rebecca. Je n'avais même pas réalisé qu'elle était arrivée. Elle a traversé calmement le jardin, tenant un dossier. Je suis passé parce que Linda a oublié ceci. Elle m'a tendu le dossier, puis a regardé poliment le groupe. Pour la tranquillité d'esprit de tout, a-t-elle souri professionnellement. Le tribunal a approuvé une audience d'urgence temporaire la semaine prochaine. Ashley s'est raidie. Rebecca a continué, pas pour diviser les biens. Elle a regardé directement Mark. Seulement pour déterminer si l'autorité financière a été exercée de manière inappropriée. Mark a lentement fermé les yeux. Pour la première fois, il avait l'air honteux, pas embarrassé, honteux. Ashley a attrapé son bras. Papa. Il s'est doucement éloigné d'elle. Juste un pas, mais tout le monde l'a remarqué, moi y compris. Alors que les gens retournaient lentement vers leur conversation, Mark s'est enfin avancé. Il s'est arrêté à 2 mètres, assez près pour parler, trop loin pour me toucher. Il avait l'air plus vieux qu'une semaine auparavant. Je ne pensais pas, sa voix a déraillé. Je sais. Non, il a secoué la tête. Vraiment pas, j'ai attendu, peut-être des excuses. Peut-être une explication. Au lieu de cela, il a chuchoté, Ashley a dit. Il n'a pas pu finir. Pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose de déchirant. Mon mari n'avait pas seulement cru à des mensonges. Il avait besoin qu'ils soient vrais. Parce qu'y croire lui permettait d'arrêter de se sentir coupable de tout ce que j'avais sacrifié. Pour lui. Rebecca m'a doucement touché le coude. Nous devrions partir. J'ai hoché la tête. Alors que nous marchions vers le parking, Rebecca s'est penchée. Mardi n'est pas l'audience finale. Je sais, mais ce sera peut-être le jour où ton mari entendra enfin la vérité. J'ai regardé en arrière une fois. Mark se tenait seul à côté du vieil érable de Frank. Ashley parlait. Il ne l'écoutait plus. Pour la première fois depuis des mois, il était complètement seul avec sa propre conscience. L'audience était prévue pour le jeudi matin suivant. 6 jours. C'était tout. Pas 6 mois, pas 6 ans. Juste 6 jours qui semblaient inexplicablement plus longs que tout notre mariage. Rebecca m'avait averti de ne pas m'attendre à une scène de tribunal dramatique. Ce n'est pas un procès en divorce. M'a-t-elle rappelé pendant que nous passions la sécurité au tribunal supérieur du comté de Marion à Indianapolis. C'est une audience temporaire. Je sais. Le juge ne décide pas qui obtient quoi. Je sais. Aujourd'hui tourne autour d'une seule question. Quelle question? Elle m'a regardé. Savoir si quelqu'un a franchi une ligne juridique. Cela semblait assez simple, ce ne l'était pas. Les salles d'audience sont beaucoup plus silencieuses que la télévision ne le laisse croire. Pas de musique dramatique, pas d'avocats qui crient, principalement des gens qui attendent. Des papiers qu'on mélange, des portes qui s'ouvrent et se ferment, une toux occasionnelle. Lorsque notre affaire a été appelée, Mark était déjà assis à la table opposée. Ashley était assise à côté de lui. Elle avait l'air fatiguée, pas effrayée, juste épuisée. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, elle a évité de me regarder directement. Mark paraissait plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Son blazer bleu marine pendait sur ses épaules. Il avait perdu du poids. Ou peut-être que la culpabilité fait simplement paraître les gens plus petits. La juge est entrée. Tout le monde s'est levé. La juge Hélène Brock semblait avoir la fin de la soixantaine, calme, confiante. Le genre de femme qui avait probablement entendu toutes les histoires de famille imaginables. Elle a salué poliment les 2 avocats. Puis l'audience a commencé. Rebecca a parlé en premier. Elle n'a pas exagéré. Elle n'a pas attaqué Mark. Elle a simplement établi une chronologie. Votre honneur. Madame Harper a volontairement accordé à son mari l'accès à certains comptes financiers au fil des ans.
Par commodité. Elle a déposé plusieurs pièces à conviction devant le greffier. Ces autorisations étaient basées sur la confiance. Elle a marqué une pause. Pas sur la propriété. La juge Brox a légèrement hoché la tête. Rebecca a poursuivi, sans en informer Madame Harper, l'accès au compte du ménage a été modifié. Elle a présenté des relevés bancaires imprimés. La carte de débit de Madame Harper a été refusée alors qu'elle achetait des courses. Elle a transmis un autre document. À la suite de cet incident, Monsieur Harper et sa fille adulte ont informé Madame Harper qu'elle aurait besoin d'une permission avant de dépenser de l'argent. Rebecca a appuyé sur un bouton de sa tablette. Le haut-parleur de la salle d'audience a doucement diffusé un message vocal enregistré. La voix de Mark, Linda, rappelle-moi. Puis un autre, la voix d'Ashley, arrête de rendre ça plus difficile que ça ne doit l'être. Rebecca ne s'y est pas attardée. Au lieu de cela, elle a affiché des captures d'écran de SMS. L'un d'eux disait « Demande la permission avant de dépenser un seul dollar de plus ». La salle d'audience est devenue très silencieuse. L'avocat de Mark s'est levé. Il n'était pas agressif. En fait, il semblait mal à l'aise. Votre honneur, il s'agit d'un malentendu entre époux concernant le budget après la retraite. La juge Brox a hoché la tête poliment. Continuez. Mon client a récemment pris sa retraite. Les dépenses du ménage sont devenues une préoccupation. Rebecca n'a pas interrompu. Moi non plus. L'avocat a continué. Il n'y a jamais eu aucune intention de priver Madame Harper de sa sécurité financière. La juge Brox a regardé vers Mark. Monsieur Harper. Il s'est levé. Oui, votre honneur. J'ai quelques questions. Bien sûr. Elle a jeté un coup d'œil à ses notes. Lorsque votre entreprise a connu de graves difficultés financières il y a 5 ans. Mark a avalé sa salive. Votre femme vous a-t-elle aidé financièrement? Une longue pause. Oui. Ces fonds étaient-ils des dons? Oui. A-t-elle exigé votre permission avant de vous aider? Non. La juge Brox a tourné une autre page. Lorsque vos obligations fiscales sont devenues en retard. Mark a fixé le banc des témoins. Votre femme a-t-elle négocié des modalités de paiement? Oui. A-t-elle demandé un remboursement? Non. Une autre pause. La juge Brox a joint les mains. Monsieur Harper, sa voix est restée calme. Votre femme a-t-elle jamais exigé votre permission avant de payer vos dettes professionnelles? De protéger votre crédit ou de préserver votre maison? Le silence a duré plusieurs secondes. Assez longtemps pour que tout le monde dans la salle de tribunal le ressente. Mark a essayé de parler. Rien n'est sorti. Enfin, non. La juge Brox a hoché la tête une fois. Merci. Ashley s'est soudainement penchée vers l'avocat de son père. Il lui a chuchoté quelque chose en retour. Elle avait l'air frustrée. Puis elle a légèrement levé la main. Votre honneur. La juge l'a arrêtée immédiatement. Mademoiselle Harper. Ashley s'est figée. Vous n'êtes pas partie à cette action. Oui, madame. Vous resterez silencieuse à moins d'être directement interrogée. Ashley s'est lentement rasseoie. Pour la première fois, elle avait l'air nerveuse. Rebecca a appelé Nancy Gomez de la banque. Nancy a témoigné par visioconférence. Elle a expliqué exactement ce qui s'était passé. Madame Harper a personnellement demandé la révocation des autorisations précédemment accordées. La banque a vérifié son identité. Les procédures habituelles ont été suivies. Aucune information confidentielle n'a été divulguée à Monsieur Harper. La juge Brox a posé une question. La banque a-t-elle gelé les comptes personnels de Monsieur Harper? Non, votre honneur. Madame Harper a-t-elle pris des fonds appartenant uniquement à Monsieur Harper? Non. Donc, les seuls changements concernaient des comptes détenus légalement par Madame Harper ou des autorisations qu'elle a volontairement choisi de révoquer? Exact. Simple. Clair. Impossible à mal interpréter.
Puis, Rebecca a introduit un dernier document. La tentative de transfert depuis le compte d'épargne d'urgence joint, 35 000 $. Horodaté. Un jour après que ma carte de débit a été refusée. La juge Brox a regardé directement Mark. Étiez-vous au courant que ce transfert était tenté? Mark a hésité. Oui. De qui venait l'idée? Un autre silence. Celui-ci semblait encore plus lourd. Enfin, Ashley a suggéré de déplacer l'argent. Avez-vous demandé pourquoi? Sa voix a déraillé. Non. La juge Brox s'est adossée à son fauteuil. J'apprécie votre franchise. Puis elle a parlé soigneusement. Ce tribunal ne détermine pas le partage définitif des biens matrimoniaux aujourd'hui. Elle a regardé vers les deux avocats. L'objectif d'aujourd'hui est beaucoup plus restreint. Elle a signé plusieurs documents. L'ordonnance temporaire rétablissant l'autorité exclusive de Madame Harper sur ses biens propres. Accordée. Une autre signature. Le compte d'épargne joint litigieux restera protégé en attendant la suite des procédures. Une dernière signature. Aucune des parties ne doit interférer avec les actifs financiers appartenant en propre à l'autre. Tant que l'affaire n'est pas entièrement résolue. Elle a regardé Mark une dernière fois, le mariage exige de la confiance. Puis elle m'a regardé, tout comme le partenariat financier. L'audience est levée. À la sortie du tribunal, aucun reporter n'attendait. Pas de caméra de télévision. Juste des gens ordinaires descendant les marches du palais de justice. Exactement de la façon dont la vraie vie fonctionne habituellement. Rebecca a ramassé sa mallette. Tu t'en es très bien sorti. Je n'ai presque rien dit. Parfois, la retenue en dit plus que les discours. Elle avait raison. Mark a lentement marché vers moi. Ashley est resté plusieurs mètres derrière. Aucun de nous n'a parlé pendant quelques instants. Enfin, il a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. J'ai essayé de me rappeler la dernière fois qu'Ashley et moi avons parlé d'argent sans te mentionner. Je n'ai pas répondu parce que je le savais déjà. Il a continué doucement, je crois qu'en cours de route. Sa voix a déraillé. J'ai arrêté de voir ce qui se passait réellement. Je l'ai cru. Cela n'effaçait pas ce qu'il avait fait. Mais je l'ai cru. Rebecca a doucement touché mon bras. Nous devrions partir. J'ai hoché la tête. Alors que nous atteignions le parking couvert, mon téléphone a vibré. Un nouveau message vocal. Mark. J'ai failli le supprimer. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur lecture. Pendant plusieurs secondes, il n'y a eu que de la respiration. Puis il a dit doucement quelques mots, je n'ai jamais voulu t'humilier, Linda. Le message s'est terminé. Je suis resté là à fixer mon téléphone. Les excuses que je voulais depuis plus d'une semaine étaient enfin arrivées. Étrangement, cela ne m'a pas fait me sentir victorieuse. Cela m'a juste fait réaliser tout ce qui avait déjà été perdu. 3 mois plus tard, mon divorce était prononcé. Les gens imaginent souvent la fin d'un mariage comme un moment dramatique. Une porte claquée, un jugement signé, quelqu'un qui s'en va sans regarder en arrière. La vérité était beaucoup plus silencieuse. Les papiers sont arrivés dans une grande enveloppe marron un mardi après-midi. Rebecca m'a appelé pour me faire savoir que tout avait été déposé. Le juge a signé l'accord ce matin. C'est tout? Elle a souri au téléphone. C'est tout. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je me suis assise à ma table de cuisine. Pas la cuisine de la maison de Carmel. Cette maison avait déjà été vendue. C'était une plus petite maison de Villa Fisher, à seulement 15 minutes de chez Carole. 2 chambres, un tout petit patio, assez d'espace pour moi, ni plus, ni moins. Je me suis versé une tasse de café et j'ai regardé autour de moi. L'endroit sentait encore légèrement la peinture fraîche. La plupart des meubles provenaient de mon ancienne maison. Le couvre-lit de ma mère était plié soigneusement sur le canapé. Le fauteuil à bascule de mon premier mari se trouvait près de la fenêtre. Certains souvenirs méritaient de rester. D'autres avaient enfin été emballés.
Le règlement en a surpris quelques-uns dans la famille, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je n'avais pas cherché à punir Marc. Rebecca m'avait posé la question des semaines plus tôt, quel résultat veux-tu réellement? J'y avais pensé pendant un long moment. Puis j'avais répondu, je veux récupérer ma vie. Pas de vengeance, pas d'humiliation, juste la paix. Le tribunal a reconnu ce qui avait toujours été vrai. La maison me restait parce que je l'avais achetée des années avant notre mariage. La fiducie de mes parents est restée intacte. Mon compte de retraite est resté avec moi. Le compte d'épargne conjoint a été divisé équitablement. Marc a gardé son camion, ses outils et les fonds de retraite qui lui appartenaient. Personne n'est reparti riche. Personne n'est reparti ruiné. Ce n'était pas une victoire. C'était une limite. Une limite qui n'aurait jamais dû être franchie en premier lieu. Environ un mois après que tout a été finalisé, Carole m'a convaincu de faire du bénévolat auprès du centre de ressources pour seniors du comté de Hamilton. Il cherche quelqu'un pour donner des cours de gestion de budget. Tu as passé 32 ans au RH. Exactement. Ainsi, un mercredi matin sur 2. Je me retrouvais assise dans une salle communautaire avec une douzaine de retraités. Certains étaient récemment veufs. Certains avaient des enfants adultes qui les aidaient pour les finances. Certains voulaient simplement apprendre à éviter les arnaques. Un matin, une femme nommée Denise a levé la main. Elle semblait avoir dans les 70 ans. Et si la personne qui contrôle votre argent est de votre famille? La pièce est devenue très silencieuse. J'ai souri doucement. La première chose que vous faites, j'ai marqué une pause. C'est d'en parler à quelqu'un en qui vous avez confiance. Elle a hoché la tête lentement. Puis elle a chuchoté, j'aurais aimé faire ça plus tôt. Après le cours, elle m'a enlacé. Je pensais que j'étais la seule. J'ai réalisé alors que mon histoire n'avait jamais été unique. C'était la partie la plus déchirante. J'ai entendu parler d'Ashley par des amis communs. Elle a finalement déposé le bilan. Apparemment, les soldes de cartes de crédit étaient devenus impossibles à gérer après que Marc a cessé de l'aider. Curieusement, je ne m'en suis pas sentie satisfaite. Pendant des semaines, j'avais imaginé qu'apprendre qu'elle avait tout perdu me ferait me sentir vengé. Ce ne fut pas le cas. Principalement, je me sentais fatigué. Elle avait dépensé tant d'énergie à essayer de contrôler un argent qui n'avait jamais été le sien. En fin de compte, elle avait perdu quelque chose de bien plus précieux, sa relation avec son père. Marc a loué un petit appartement dans le nord d'Indianapolis. Frank prenait de ses nouvelles toutes les semaines. Carole mentionnait occasionnellement à quel point il était devenu silencieux. Il ne parle presque plus. Je n'étais pas surprise. Certaines leçons n'arrivent pas toutes d'un coup. Elles s'installent lentement, comme l'hiver. Un samedi matin, au début du printemps, mon téléphone a sonné. C'était Marc. J'ai fixé son nom pendant près d'une minute entière avant de répondre. Allô. Salut. Sa voix semblait différente. Pas vaincue, juste plus douce. Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit. J'ai attendu. Mais accepterais-tu de prendre un café avec moi? J'ai failli dire non. Au lieu de cela, je me suis entendu demander quand. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café de Noblessville. Le genre de café avec un vieux parquet en bois et des brioches à la cannelle maison. Il était déjà là quand je suis arrivé, debout, à attendre. Quand il m'a vu, il a souri poliment. Pas le sourire facile que je lui connaissais depuis des années, un sourire nerveux. Nous avons commandé du café, rien d'autre. Pendant plusieurs minutes, nous avons simplement regardé les gens aller et venir. Enfin, Marc a parlé, j'ai rejoué ce matin-là chez Crochet 1000 fois. J'ai regardé ma tasse. J'aimerais pouvoir l'effacer. Tu ne peux pas, je sais. Il a frotté ses deux mains autour de sa tasse de café. Tu sais ce qui m'a enfin frappé? J'ai secoué la tête. Ce n'est pas Ashley qui m'a surpris. J'ai fait mes propres choix. Il a soupiré. Je n'arrêtais pas de la blâmer parce que ça faisait moins mal que de me blâmer moi-même.
Aucun de nous n'a parlé pendant un moment. Puis il a continué doucement, quand j'ai pris ma retraite. Il a cherché les mots justes. J'ai cessé de me sentir utile. J'ai écouté. Tu continuais de résoudre les problèmes. Il a souri tristement. Tu avais toujours un plan. J'avais passé toute ma vie à réparer les choses. Il a hoché la tête. Et soudain, je ne pouvais plus rien réparer. Dehors, à travers la fenêtre, un jeune père aidait sa petite fille à descendre d'une camionnette. Marc les a observés. Je crois que j'ai confondu être aux commandes et être respecté. Cette phrase m'est restée en tête parce que je savais exactement quand cela s'était produit. Pas quand Ashley avait réemménagé, pas quand il avait pris sa retraite, bien avant cela. Petit à petit, décision par décision. Jusqu'au jour où il avait oublié qu'un mariage n'était pas une question de compter les points. J'ai bu une lente gorgée de café. Ce n'a jamais été une question de 4,17 $. Il a hoché la tête. Je sais. C'était à propos du moment où tu as cessé de me voir comme ta partenaire. Il a baissé les yeux. C'est vrai. Un autre long silence. Puis il a levé les yeux vers moi. Je suis désolé. Cette fois, je l'ai cru complètement. Le pardon, cependant, n'est pas la même chose que la reconstruction. Certains ponts peuvent être réparés. D'autres deviennent des rappels des endroits où ne plus repasser. J'ai tendu la main à travers la table, non pas pour tenir la sienne. Juste pour la toucher doucement pendant une seconde. J'espère que tu trouveras la paix, Marc. Ses yeux se sont remplis de larmes. Toi aussi. Je me suis levé la première. Il ne m'a pas demandé de rester. Il n'a pas demandé une autre chance. Cela m'a prouvé qu'il avait enfin compris. Le respect ne peut pas être exigé. La confiance ne peut pas être contrôlée. Et l'amour ne peut certainement pas survivre là où la permission remplace le partenariat. Quelques semaines plus tard, je suis passé par ce même crochet sur la rue Eastmain. Je ne pensais pas au passé. J'avais juste besoin de courses, du lait, du pain, des bananes. J'ai souri en remarquant que le prix du gallon de lait avait augmenté. Je l'ai mis dans mon chariot quand même. La caissière a tout scanné. J'ai inséré ma carte. Accepté. Elle m'a tendu le reçu avec un sourire ordinaire. Passez une excellente journée. Vous aussi. Je suis sorti sous le soleil en portant un petit sac de courses. Cela ressemblait à la chose la plus simple du monde. Peut-être que ça l'était. En y repensant maintenant, je réalise que ce matin-là à la caisse n'a pas mis fin à mon mariage. Il a révélé ce qui se passait déjà depuis longtemps. Parfois, la vie ne change pas à cause d'un grand moment. Parfois. Elle change parce qu'un mardi ordinaire vous montre enfin la vérité que vous essayez de ne pas voir. Si vous avez déjà eu à choisir entre préserver la paix et préserver votre respect de vous-même. J'espère que vous vous êtes choisi vous-même, ou que vous le ferez un jour. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et j'espère que nos chemins se recroiseront bientôt.